Sait-on sur ma mère loi? Tournez les pages, vous verrez, vous comprendrez comme nous trois, vous saurez la vérité. Le petit Jacques Horner mangeait de bon cœur son gâteau de Noël. De son pouce prit une belle petite prune et dit: moi je suis un bon petit gars. Cette charmante comptine tire son origine d'un fait historique qui nous ramène à Londres au XVIe siècle. Jacques Horner, valet d'un notable de la ville, se rendait au palais pour remettre un cadeau de Noël au roi Henri VIII. En ce temps-là, la coutume voulait, quand on offrait un présent au roi, qu'on le dissimulât dans un gâteau. Et ces présents, Jacques Horner le savait, étaient en général de grande valeur. Comme Jacques était un valet quelque peu fripon, il enfonça son pouce dans le gâteau et en sortit une prune qui était vraiment du gâteau. Car c'était en fait le titre de propriété d'un riche domaine. Quand le roi Henri fit mander le notable, celui-ci se précipita à la cour, espérant que son cadeau lui vaudrait une grâce toute particulière. Ce que, soyons-en sûrs, le roi Henri ne manqua pas de lui octroyer. Quant à Jacques Horner, il élut domicile dans son domaine volé, où il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants, bien qu'il ait été, et cela se comprend, hanté par une certaine comptine qui, Dieu sait pourquoi, devint très populaire à l'époque. Le petit Jacques Horner mangeait de bon cœur son gâteau de Noël. De son pouce prit une belle petite prune et dit: je suis un bon petit gars. Jacques Horner, Jacques Horner, Jacques Horner. Marie, Marie a des ennuis. Son jardin c'est un monde Plein de belles fleurs, de coques de noix et de belles filles tout à la ronde. La Marie de cette vieille chanson est Marie Stuart, reine d'Écosse, qui vint de France pour monter sur le trône d'Écosse, apportant avec elle la joyeuse humeur française, des goûts extravagants et l'amour de la frivolité. Sa conduite fut réprouvée par les austères Écossais, qui tenaient à préserver la morne dignité de la cour. Aussi Marie fut-elle considérée comme légère et capricieuse. On réprouvait les broderies raffinées de ses robes et son goût des nourritures étranges telles que les coquillages, dont la cour faisait fi à l'époque, et elle avait élevé ses jolies servantes au rang de dames d'atour. Malgré les apparences, derrière cette innocente chansonnette se cache un des drames les plus noirs et les plus tragiques de toute l'histoire d'Angleterre. 4 ans après son arrivée en Écosse, Marie épousa Lord Darnley, un homme égoïste et faible, qu'elle ne tarda pas à mépriser. Alors l'attention de la belle Marie se tourna vers un poète français, qui en perdit la tête. Au sens propre, car l'austère cour d'Écosse ne badinait pas avec l'adultère. Puis elle eut une tendre idylle avec un musicien de cour. Mais cette aventure connut aussi une fin tragique quand Lord Darnley, fou furieux, décida d'y mettre un terme. Ensuite, elle s'éprit du comte de Boswell. Darnley, qui les surveillait, fit les frais de sa curiosité. Et 3 semaines après, Marie et Boswell convolèrent. Marie se montrait décidément par trop capricieuse et les pairs d'Écosse outragés se liguèrent contre elle, la forcèrent à abdiquer et l'exilèrent dans la prison de l'île de Lochleven. Quelques mois après, les charmes irrésistibles de Marie avaient tellement tourné la tête du fils du geôlier qu'il risqua sa vie pour l'aider à s'évader. Puis, pour tenter de reconquérir son trône,
Marie leva une armée importante qui fut défaite après une terrible bataille. Oh, ciel. Et elle s'enfuit en Angleterre demander asile à sa cousine, la reine Élisabeth. Mais Élisabeth prit ombrage de la grande popularité de Marie, dont la beauté étincelante avait fait d'elle la femme la plus adulée de la cour et une rivale pour la couronne que l'on se devait d'éliminer. Bien que Marie fût avertie du danger qu'elle courait, elle n'en resta pas moins capricieuse et continua sa vie de plaisir. Ce fut là sa fatale erreur. Elle fut alors accusée et condamnée comme traîtresse au gouvernement. Mais Marie refusa de demander sa grâce et demeura capricieuse jusqu'à la fin. Marie, Marie a des ennuis, son jardin c'est un monde plein de belles fleurs, de coques de noix et de belles filles tout à la ronde. Il s'effondre le pont de Londres, pont de Londres, pont de Londres. Il s'effondre le pont de Londres, ma belle lady. L'histoire que raconte cette chanson d'enfant très connue est celle du vieux pont de Londres. Cela se passait en 1176, lorsqu'il fut décidé qu'on construirait un pont de pierre pour relier de façon permanente le nord et le sud de Londres. Quand le pont fut achevé, en 1209, on marqua l'événement en construisant une splendide chapelle de 2 étages au centre de l'édifice. Sur toute la longueur du pont, une double rangée de maisons à l'architecture raffinée transforma la lourde structure gothique en un ensemble d'une si frappante beauté qu'on le baptisa une des merveilles du monde. Les rez-de-chaussée furent loués à des marchands qui firent des affaires d'or. En effet, ce pont, lieu de passage obligatoire, drainait une clientèle nombreuse. Les étages supérieurs des maisons devinrent des appartements luxueux, aux baies vitrées en ogive et terrasses sur le toit, d'où les habitants pouvaient respirer l'air vivifiant du large et contempler l'extraordinaire panorama. Il n'est pas étonnant que Hans Holbein, Hogarth et bien d'autres peintres célèbres aient choisi d'habiter sur le pont de Londres. À l'occasion d'une fête, un tournoi eut lieu sur le pont et les spectateurs se pressèrent en masse pour assister à l'affrontement de 2 courageux chevaliers qui se livrèrent un glorieux combat. Le pont de Londres a souvent servi de décor à des manifestations et à des fêtes somptueuses qui ont marqué les grands moments de l'histoire de l'Angleterre. Vivre sur le pont de Londres était à la fois chic et prestigieux.
Mais il fut un temps où cela représentait aussi un danger. Car il arrivait qu'un bateau rompe ses amarres et vienne donner de la proue dans le pont, quand ce n'était pas dans une fenêtre. Ce qui menaçait le plus le pont et ses habitants, c'était l'incendie. Hélas, la catastrophe tant redoutée se produisit en 1666, quand le feu prit naissance dans une boulangerie. Au début, on crut que c'était sans importance. Mais soudain, un terrible vent d'est se leva, et avant qu'on ait pu le maîtriser, il s'étendit rapidement et ravagea la ville tout entière. Oui. Ce fut le célèbre incendie de Londres, qui transforma la plus grande ville du monde en un vaste désert de cendres et de gravats carbonisés, et le pont de Londres en un amas de ruines calcinées. Lors de la reconstruction de la ville, les maisons du pont furent rebâties et la marée humaine se remit à circuler d'une rive à l'autre. Mais au fil des siècles, le pont de Londres commença à sentir le poids des ans. Beaucoup d'eau était passée sous le vieux pont, minant ses fondations. L'intense chaleur de l'incendie avait dangereusement affaibli ses arches. De lourdes poutres étayaient maintenant les maisons chancelantes. Alors que de violentes secousses ébranlaient tout l'édifice. Ce qui avait été autrefois un pont magnifique, l'orgueil de Londres, et que l'on citait parmi les merveilles du monde, fut officiellement déclaré zone insalubre et fut brocardé en poèmes et en chansons. Finalement, le 4 juillet 1823, on signa la condamnation à mort du vieux pont et il fut exécuté. Un nouveau pont fut alors édifié. Et c'est celui que l'on voit encore de nos jours. Quoi qu'il en soit, le pont d'origine est toujours vivant dans une des plus anciennes comptines anglaises. Il s'effondre le pont de Londres, pont de Londres, pont de Londres. Il s'effondre le pont de Londres, ma belle Lady. Tant qu'il craque de toutes parts, le vieux pont s'écroulera demain. Il remue de toutes parts, ma belle Lady. Et c'est l'histoire de ma mère loi. C'est bien vrai. C'est sûr que c'est la vérité historique. Oui, pour autant que nous le sachions. Sur l'histoire de ma mère loi, nous savons la vérité. Daignez me croire, c'est ça l'histoire, telle qu'elle nous fut jadis contée.